Alors, nous allons reprendre. Nous commençons maintenant la troisième session qui s'intitule Art et création. Nous sommes heureuses d'accueillir Madame Laure Martin-Poulet, qui est présidente de l'Arc en Triomphe Impacté, et le professeur Édouard Trépoz, professeur en droit à l'Université de Paris 1. Eux, ils se sont appropriés le format de cette journée d'études. Du coup, au lieu de faire deux communications séparées, ils vont plutôt se passer la parole l'un à l'autre. Donc, nous sommes très contents de voir aussi cette innovation, cette proposition innovante. Merci. Merci Ina Belcheva et Sofia Belcheva pour votre invitation. Voilà. Avant de parler, que nous abordions le projet, le thème de notre dialogue, c'est-à-dire le projet impacté, le projet de l'Arc de Triomphe impacté, de Christo et Jeanne-Claude, qui est le premier projet posthume du couple d'artistes, j'aimerais dire, ma première partie va situer le travail de Christo et de Jeanne-Claude. Et en préliminaire, ce que je voudrais dire, c'est que parler de Christo et Jeanne-Claude, c'est évoquer l'histoire d'un couple d'artistes nomades, célèbres, pour leurs œuvres temporaires monumentales dans l'espace public et dans le monde entier, ces œuvres étant accessibles à tous gratuitement et totalement autofinancées par la vente des œuvres originales de Christo. C'est un premier point très important. Cet autofinancement, unique dans l'histoire de l'art, donne à Christo et Jeanne-Claude, partenaires artistiques depuis 1961, une totale liberté de création. Cette liberté, pour moi, s'inscrit dans la continuité de leur choix de vie initial et respectif. Christo s'étant affranchi à 21 ans du joug communiste en fuyant sa Bulgarie natale en 1956, après les événements de Hongrie. Et Jeanne-Claude, pour sa part, s'étant-elle affranchie d'une destinée sans surprise de grande bourgeoise après sa rencontre avec Christo à Paris en 1958. Donc, comme je disais, Christo, bulgare, Christo et Jeanne-Claude sont des jumeaux. Ils étaient nés l'un et l'autre le 13 juin 1935. Ils venaient d'horizons assez différents. Christo, bulgare, mais avec aussi des origines macédoniennes, très importantes pour lui, et tchèque, a grandi dans une famille où la culture jouait un rôle important. Sa mère avait été secrétaire de l'École nationale des beaux-arts de Sofie. Et très tôt, Christo a développé un goût prononcé pour le dessin, de telle sorte que ses parents lui ont fait donner des cours privés de dessin dès l'âge de 6 ans. Et il a intégré, il vivait aussi dans un milieu très cultivé, ses parents recevant à Gabrovo nombre d'artistes, de peintres, d'hommes de lettres, d'hommes de théâtre. L'un et l'autre sont des enfants de la guerre et ont eu une expérience de la guerre traumatisante à des titres divers. Néanmoins, Christo a pu intégrer l'École nationale des beaux-arts de Sofia, où il a commencé un cursus qui devait durer 8 ans, il n'en a suivi que 3 ans et demi, et à l'occasion de ce cursus, il a vraiment acquis une maîtrise très forte, très parfaite du dessin, de la peinture, mais aussi il y avait dans ce cursus l'architecture, de l'anatomie. Et nous y reviendrons plus tard. Tous les étudiants devaient consacrer un certain nombre de week-ends par an pour la cause du régime, et à savoir, ils étaient requis pour aller améliorer dans les campagnes, en particulier le long du tracé de l'Orient Express, le paysage, pour cela afin de magnifier l'image de la Bulgarie aux yeux des gens qui étaient dans ce fameux train. Et aussi, donc cet apprentissage forcé lui a donné une maîtrise de l'espace extérieur, rural, dont il se servira dans les grands projets
public, dans l'espace public, qu'il développera une fois passé à l'Ouest. Il a aussi une autre expérience, c'était qu'il travaillait pour gagner de l'argent de poche. Il a souvent travaillé pour le cinéma national de Gare, et ce cinéma, à l'inverse du cinéma italien de Cinecittà ou d'Hollywood, toutes les scènes devaient être tournées dans des situations réelles. Donc à partir d'un scénario, Christo ou d'autres étudiants étaient chargés de trouver l'appartement, la maison, la place, que sais-je, et devaient faire des dessins et revenaient vers le cinéaste. Et ces dessins étaient, le choix était approuvé ou pas. Tout cela lui a donné certainement, il a beaucoup aidé ensuite dans l'imagination, la visualisation et aussi la matérialisation des grands projets. Donc sa fuite de la Bulgarie est passée tout d'abord à l'automne 1956, il est arrivé à Prague chez des cousins. À ce moment-là, il n'avait pas l'intention de fuir. Il y a eu les événements que j'ai évoqués de Hongrie. Il a décidé de fuir. Il est passé quelques adresses. Il est passé en Vienne, à Genève, et il est arrivé à Paris. Il a survécu pendant toute cette période en faisant très rapidement, en ayant un réseau dans la bonne société et en faisant des portraits mondains. Et c'est en arrivant à Paris, il a, par ce réseau, et en particulier, il avait été mis en contact avec Jacques Desange, et en contrepartie de la mise à disposition gratuite d'une school de bonne qui lui servait de studio au Saint-Sénat, il faisait le portrait de ces dames. Et c'est ainsi qu'à travers la rencontre avec Cressida de Bourbon, la mère de Jeanne-Claude, dont vous voyez le portrait ici, il a rencontré Jeanne-Claude en 1958. Il a fait aussi, c'est assez amusant, il a fait aussi la peinture pour une famille qu'il a beaucoup aidé, la famille Le Breton. Il a même fait des peintures dans la chapelle familiale de leur maison en Corse. C'est une œuvre au vu. Donc, en 1958, Christo arrive à Paris. Très vite, il se lie avec les milieux artistiques, et en particulier, tout d'abord, ses premiers amis dans ce milieu artistique, ce furent un couple d'artistes portugais, Ludes Castro et René Bartolo. Et il allait voir les expositions. Très vite, il s'est fait un réseau, et il a découvert, Paris était avait une scène artistique très vivante, même si elle commençait à être concurrencée par New York, mais c'était une capitale pour l'art contemporain. Et Christo a été très marqué par les travaux d'artistes tels que Fautrier, Tapiès, et en tout premier lieu, Dubuffet. Ça, il l'a toujours revendiqué. On voit très bien ça dans ce travail qui a été présenté. Certaines œuvres de cette série, qui étaient complètement inconnues, ont été présentées pour la première fois à Paris dans le cadre de l'exposition Christo et Jeanne-Claude Paris, qui fut, je fais une petite parenthèse, la première exposition de Christo et Jeanne-Claude dans un musée parisien, et la première exposition de Christo et Jeanne-Claude dans un des 3 grands musées au monde, les 2 autres étant la Tate Gallery et le MoMA à Milan. Vous voyez ici donc ces œuvres très chargées en matière, où déjà Christo utilise des boîtes de conserve récupérées. On est toujours dans une surface plane, mais cette surface plane commence à sortir, je dirais, du cadre. Comme il était sans argent, il survivait avec ses portraits mondains, il a aussi fréquenté les nouveaux réalistes. Il n'a jamais fait partie du groupe des nouveaux réalistes, parce que Pierre Restany l'a maintenu à distance pendant un certain temps, et ensuite Christo n'a pas souhaité y adhérer, donc il n'a jamais signé le manifeste des nouveaux réalistes. Néanmoins, il était proche d'Yves Klein, il était proche de tout ce groupe, et il cherchait au fond sa voix. Et comme d'autres artistes, il a récupéré des objets de rebut et a commencé à faire ses premiers empaquetages, de 58-59. Certains étaient plus importants,
on voit ici, on se demande ici s'il n'y a pas le souvenir. C'était des nomades, l'idée, il a été transfuge pendant 17 ans. À ce titre-là, c'est très intéressant, le dernier interview qu'a donné Christo le 22 mai, quelques jours de sa mort, le titre qu'il a choisi pour cette interview, il a dit « Je suis toujours l'étranger ». Et dans cette idée comme ça de pacter, il n'a jamais voulu donner d'interprétation, mais on peut quand même y voir l'idée du ballot, de l'homme qui passe d'un territoire, d'un lieu à un autre. Et simplement, il disait souvent que, en tout cas pour les grands projets, il se disait, mais cacher, c'est aussi révéler. Il disait ça, par exemple, pour le grand projet du Pont-Neuf, dont je reparlerai plus tard. Il disait que la manière dont il avait pensé impacter ce pont allait en révéler les grandes lignes architecturales. Donc il se saisissait de tout ce qu'il trouvait. Ça, c'est une autre série d'œuvres qu'il a développée une fois aux États-Unis, mais qu'il avait commencé à faire en 63-64 en France, les grands storefronts, certainement influencés par le souvenir de ces grandes vitrines de boutiques vides dans sa Bulgarie communiste, mais aussi, il dit, le souvenir de certaines, l'influence, le souvenir de certaines boutiques dans Soho, là où ils habitaient à New York, qui était un quartier assez déshérité, et où souvent il était, voyait, découvrait au hasard de ses promenades avec Jean-Claude, des boutiques comme ça occultées. Et cette œuvre, il l'a donnée peu avant sa mort au Centre Pompidou, des œuvres majeures de cette série des storefronts. Avant de passer la parole à Édouard, ce que je voulais dire, c'est que dès les années parisiennes, ces années parisiennes ayant été, je dirais, la matrice de l'œuvre artistique de Christo et de Jean-Claude, il a commencé, dans ces années-là, dès 61, à penser à faire des travaux dans l'espace public. Il y a un premier texte de Christo en septembre-octobre 61 où il envisage d'impacter les monuments publics. Et le premier qu'il avait envisagé d'impacter, c'était la statue, c'était l'école militaire. J'en reviendrai sur les projets parisiens et ces projets un peu plus tard. Je voudrais faire rapidement, j'aurais une liste passée sur les grands projets de Christo et de Jean-Claude dans l'espace public. Ils ont vraiment commencé à partir, hormis le projet du rideau de fer de la rue Visconti en 62, ils ont vraiment commencé ce projet à partir de leur installation en 1964 à New York. Le premier, c'était l'empaquetage de la Kunsthalle de Berne en 68. C'était le premier bâtiment empaqueté par Christo. Il a aussi, ça c'est le projet de Red Coast en Australie en 69. Premier grand projet américain, Valley Curtain 72. Running Fence 76. Ils acquièrent vraiment, après ce projet Running Fence, une notoriété internationale. Surrounded Islands en 1983, le Pont-Neuf en 85. The Umbrellas, qui était un projet absolument gigantesque et pharaonique qui se passait sur deux continents à la fois, d'une part au Japon, avec les parasols bleus, et en Californie. Le Reichstag, le projet des arbres empaquetés dans la fondation Bayeler en Suisse en 1999. The Gates, c'est un projet que Christo et Jean-Claude ont mis 24 ans à réaliser. Celui-ci, Floating Piers, a été réalisé par Christo en 2016. C'est le premier projet de Christo après la mort de Jean-Claude en 2009. De London Mastaba en 2018. Et il y a deux projets donc, à l'heure actuelle qui sont en cours et
qui pourront être réalisées, puisque c'était le souhait de Christo et Jeanne-Claude, ça a été stipulé par écrit, ils souhaitaient que, à leur mort, s'ils disparaissaient tous les deux, leur projet dans l'espace public en cours soit réalisé. C'est pour ça qu'avec Vladimir Liavetchev, nous avons décidé de faire ce projet à Paris, et que ce projet a été retardé d'1 an en raison de la crise sanitaire actuelle. Je passe la parole à Édouard Trépose. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tenais d'abord évidemment à remercier les vrais faux responsables scientifiques, les professeurs Adi et Poulot, et évidemment les vrais, parce que nous savons qu'elles ont œuvré organisatrices, Sofia Oumenetcheva et Nina Belcheva. Les remercier parce que hier j'étais en colloque Zoom et toute la journée, et je dois vous dire que ça n'a absolument rien à voir, même si je suis masqué, même si j'ai de la buée, au plaisir de vous voir, au plaisir de se voir, au plaisir d'échanger, et je crois que votre pugnacité a été vraiment très pertinente. Et puis remercier Madame Martin-Poulet, avec qui je partage la table, parce que nous avons souhaité pousser la logique du dialogue. Donc vous l'avez vu, le premier temps, c'était d'introduire remarquablement le travail de Christo et Jeanne-Claude. Et mon premier temps à moi sera de vous montrer comment, au fond, Christo, alors nous disons surtout Christo, mais nous devrions dire Christo et Jeanne-Claude, mais les juristes disent souvent les affaires Christo et ne disent pas les affaires Christo et Jeanne-Claude, ce qui est une erreur. Comment ces affaires sont devenues, au fond, des grandes affaires de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, et comment elles permettent d'expliquer l'un des plus grands mystères du droit d'auteur, qui est de déterminer à quel moment le droit d'auteur décide de protéger, décide de considérer qu'il y a une forme protégeable par le droit d'auteur, et en revanche, considérer que, en amont de cette forme, au stade de l'idée, eh bien, il n'y aurait pas de place pour la protection. Alors, le travail de Christo, de ce point de vue-là, il est remarquable et il permet véritablement d'illustrer cela. Peut-être un pas de côté, nous sommes dans un lieu dédié à l'art, et il peut apparaître paradoxal, il peut apparaître un peu décalé de se dire que le droit d'auteur, qui vise à protéger la création contemporaine, Tristan l'a rappelé, ne s'intéresserait pas à l'idée et s'intéresserait à la forme. Pourquoi est-ce que c'est paradoxal ? Je ne vais pas vous l'apprendre. Eh bien, parce que depuis Duchamp, on a bien l'impression que c'est véritablement l'idée qui devient centrale, plus que la réalisation, la concrétisation finalisée de cette idée. Et je cite Kossuth, tout art après Duchamp est par nature conceptuel, l'art comme idée en tant qu'idée. Et que vient vous dire le juriste ? Eh bien, l'idée qui est au centre de cet art conceptuel du XXe et du XXIe siècle, eh bien, l'idée n'est pas protégée par le droit d'auteur. Et peut-être faut-il l'expliquer. Et de ce point de vue-là, les affaires dont je vais vous parler sont assez intéressantes. Elles nous rappellent deux certitudes et elles mettent, à mon sens, en évidence une incertitude. Les deux certitudes. La première certitude, l'idée de la création n'est pas protégée. Et là, on a une affaire jugée par le TGI de Paris où il s'agissait d'un publicitaire qui reprenait l'idée d'envelopper des objets dans une époque où, évidemment, il y avait ce travail remarquable de Christo à Paris, et procès en lien avec la possibilité de s'approprier cette idée. Et là, le TGI est très clair. Le TGI parle de l'idée d'envelopper, on ne parle pas d'empacter, puisque là, on n'est pas sur le travail de Christo. On nous dit que l'idée d'envelopper des objets n'est pas protégée par le droit d'auteur, qui ne protège pas un genre ou une famille de formes, qui ne présente entre elles que des caractères communs que parce qu'elles correspondent à un style. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Le droit d'auteur ne va pas protéger l'idée à la base de la création, et le droit d'auteur ne va pas non plus protéger le style à la base de la création. Cela peut étonner, mais une autre affaire, et je vais quitter Christo et Jeanne-Claude une seconde, Picasso. Vous aviez une publicité pour de la peinture murale qui reprenait, alors si je reprends les catégories de Tristan, c'est un vrai faux, pardon Tristan si je me trompe, en tout cas il ne reprenait pas véritablement un Picasso, mais il s'inspirait du style cubiste. Et la famille Picasso attaque, et là que nous dit-on ?
le genre cubiste issu de l'intention créatrice de Picasso ne peut être l'objet d'un monopole. Oui, et tant mieux du point de vue du droit, parce que le droit a des valeurs importantes, et derrière cette valeur, la liberté de création. Et si nous ne protégeons pas l'idée, c'est parce que nous voulons justifier et permettre la liberté de création. Trop de protection assécherait les créations futures. Braque aurait pu attaquer Picasso, ou l'inverse, je ne sais pas, je ne suis pas historien du droit, de l'art. Donc, première certitude, l'idée d'envelopper des objets n'est pas protégée. Deuxième certitude, et on a une autre affaire jugée là, ce qui était en cause, c'était des cartes postales du Pont-Neuf empaquetées par Christo et Jeanne-Claude. Ces derniers attaquent, et là, très clairement, on considère que, eh bien, il y a protection par le droit d'auteur. Je reviendrai sur la terminologie qui est intéressante. Il y a protection par le droit d'auteur parce que là, il y a bien une forme finalisée. L'idée a été concrétisée. Et puis, on a aussi de la jurisprudence avec les mêmes contextes factuels pour le Reichstag. Et le Bundesgerichtshof, l'équivalent donc de la Cour de cassation en Allemagne, nous dit il s'agit d'une œuvre originale de création qui, dans son façonnage concret, révèle d'emblée le degré de conception artistique nécessaire à la garantie de droit d'auteur. Mais ça, c'est l'œuvre finalisée, l'empaquetage finalisé qui est protégé par le droit d'auteur. Et donc, la question, et je vous repasserai la parole après, la question qu'on peut se poser à ce stade, et à laquelle le droit d'auteur ne répond pas, et qui est pour moi une des plus grandes interrogations du droit d'auteur, j'ai quelques étudiants avec qui nous en parlions, avec d'autres objets moins amusants que l'art, c'est de situer à quel moment, finalement, l'idée n'est plus une idée, elle devient une forme, et à quel moment elle est protégeable par le droit d'auteur. Et donc c'est arriver à déterminer ce passage entre l'idée non protégée et libre de droit, et la forme qui devient protégée. Quand on prend les deux extrêmes, et les deux affaires Picasso nous le montrent très bien, pas de débat, mais est-ce qu'il y a où se situe cette métamorphose de l'idée en une forme? Et là, eh bien, l'arrêt de la Cour d'appel, qui a fait couler beaucoup d'encre, est intéressant parce qu'il dit c'est l'idée de mettre en relief la pureté des lignes d'un pont et ses lampadaires, au moyen d'une toile et de cordages, mettant en évidence le relief lié à la pureté des lignes de ce pont, qui constitue une œuvre originale. Donc, c'est pas, si on lit cet attendu qui a été critiqué par une partie de la doctrine, c'est pas l'œuvre finalisée, le Pont-Neuf empaqueté de telle façon, c'est l'idée d'empaqueter avec des toiles de cordage pour mettre en relief. Donc, on voit qu'on est un petit peu en amont de l'œuvre finalisée, et de ce point de vue-là, cet arrêt est aussi intéressant pour souligner cette incertitude, cette ligne de frontière que je crois personne n'est arrivé à fixer entre l'idée et la forme. Donc c'est pour ça que ces arrêts Christo et Jeanne-Claude sont devenus des arrêts totalement pédagogiques que tout étudiant en droit d'auteur connaît parce qu'ils permettent d'illustrer ce débat, cette énigme du droit d'auteur pour savoir quand se situe la protection. Donc voilà le premier temps, et puis après nous allons avancer sur le travail de Christo à Paris et bien évidemment le travail de l'industrie. Merci pour ces éléments que vous nous avez donnés parce que je ne les connaissais pas. Donc nous allons maintenant, je vais évoquer, avant de parler plus précisément du projet de l'Arc de Triomphe, j'aimerais contextualiser ce projet dans l'ensemble des projets en perspective avec l'ensemble des projets parisiens de Christo et Jeanne-Claude, et plus particulièrement avec celui du Pont-Neuf. Mais auparavant, il faut savoir que Christo et Jeanne-Claude ont conçu pour Paris 11 projets. C'est la ville au monde pour laquelle ils ont conçu un grand nombre de projets. C'est la ville dans laquelle ils en ont aussi réalisé le plus grand nombre. Le plus connu, l'un des plus connus est celui des frères de la rue Visconti, que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Ce projet a été réalisé le 27 juin 1962. C'est avec le projet du Reichstag, c'est le seul projet pour lequel Christo et Jeanne-Claude, et Christo avant tout, assume une dimension politique. N'oublions pas qu'il était apatride et qu'en août 61, au moment où Christo avait sa première exposition personnelle à la galerie Arolaus à Cologne, le mur de Berlin était construit.
évidemment, ça a plongé Christo dans beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de perplexité, parce qu'il pouvait à tout moment être expulsé de France et emmené en Bulgarie. Ce projet, il l'a fait avec Jeanne-Claude. Ils ont tenté d'avoir des autorisations auprès de la République, mais n'ont jamais obtenu de réponse, et ils ont décidé d'aller de l'avant, comme ils l'ont fait plus tard beaucoup d'autres. Donc ça a été un projet Opération Commando qui a pris place en fin de journée, au début de la soirée, en même temps que Christo avait sa première exposition personnelle à la Galerie J, à quelques pas de là, rue Montfaucon, avec un camion conduit par un chauffeur. Il est arrivé jusqu'au il avait évidemment choisi l'emplacement à l'avance et lui-même a installé les 89 barils qu'il avait empruntés à une société qui était voisine de son studio à Gentilly, qu'il partageait avec un autre de ses amis artistes. Et on le voit mal sur cette face, mais à droite, et c'est important, je dis par rapport au fait que Christo assumait une dimension politique par rapport à ce projet, il y avait un graffiti sur le mur qui disait « Le fascisme ne passera pas ». Ce projet a donné à Christo et Jeanne tout de suite une reconnaissance dans le milieu de l'art à Paris, mais aussi international. Il a eu un écho. Il a, évidemment, les forces de l'ordre sont arrivées, mais bon, coutumière des excentricités des étudiants du quartier, ça s'est pas passé. Il a été convoqué le lendemain matin au commissariat de police. Il a promis qu'il ne referait jamais sans autorisation. Promesse qu'il n'a pas tenue. Il ne l'a pas tenue 2 ans plus tard. En février 1964, il a refait un frère qui a duré lui aussi 1 heure ou 2. Et ce projet d'empacter une statue du printemps de Paul-Nicolas, place du Trocadéro, était en fait une action, une performance qui accompagnait un interview fait par la télévision belge de Pierre Restany. Et alors, pour ce projet, il n'existe aucun dessin préparatoire. Or, il en existe pour la plupart des projets, mais pas pour celui de 64. Si très rapidement, un des projets non réalisés de Christo, c'est celui empactage de la statue de Louis XIII, des Vosges en 67. Ce projet lui avait été demandé à l'occasion du Festival du Marais, mais il n'a pu se réaliser. Dans la dynamique des projets, dans la dynamique du fonctionnement de Christo et de Jeanne-Claude quand ils réalisent le grand projet, il y a une chose qui est très importante. Et c'était une de leurs grandes qualités, d'ailleurs, qui les a rendus capables de réaliser des projets aussi monumentaux et utopiques. C'est-à-dire que tous les deux avaient confiance en eux-mêmes, savaient déléguer, faisaient confiance aux autres et inspiraient confiance. Et cette espèce de cercle vertueux explique pourquoi ils ont été capables de faire plus de 23 projets monumentaux tout au long de leur carrière commune. Ce projet-là, je faisais je vais ce pas de côté pour expliquer que ce projet-là a été non pas réalisé par Christo et Jeanne-Claude, qui étaient installés à New York, et qui n'avaient donc pas le temps, c'était en mai 68, et ils étaient très occupés par différents projets en Europe. Alors, le projet d'empactage d'air pour la Cassel, le projet d'empactage, j'ai montré l'image de la Kunsthalle de Berne, et encore un autre projet à Spolète en Italie. Donc, ils ont délégué la réalisation de ce projet à Jacques Gaumont, qui était un caméraman chez Gaumont, donc ils étaient devenus les amis. Et donc, sur les plans de Christo, et après que Christo ait d'ailleurs lui-même sélectionné les barils, les couleurs des barils, Jacques Gaumont aidait Laurent Sauerwein à réaliser ce projet. Et ce projet a eu une existence éphémère, car nous étions en plein mai 68, et un matin, Jacques Gaumont, venant vérifier que tout allait bien, c'était arrivé, il n'y avait plus rien.
les barils étaient éparpillés pour l'esplanade et même certains en bas des marches. Et à la place, il y avait un long ruban tricolore qui était la signature d'un acte de vandalisme fait par l'extrême droite française, des Restons français. Un autre projet de Christo qui nous rapproche de l'Arc de Triomphe, c'est le projet d'empacter en 1380. C'est un des rares projets qui avait fait l'objet d'une commande. Le comité de groupement des Champs-Élysées qui réunissait les commerçants et pour la période de Noël 60. Et encore une fois, c'est Jacquemont qui était devenu l'intermédiaire et Christo qui avait déjà pensé au projet d'empactage d'arbres, par exemple la fondation d'arbres en Saint-France, et élaboré un projet qui malheureusement, bien qu'il ait reçu bien des institutions culturelles à Paris et celui de l'ENA, n'a pu aboutir parce que la préfecture et la ville de Paris ont mis trop d'obstacles. Et c'était le seul projet non financé par Christo et Jeune. Et parce qu'il avait fait l'objet d'une commande. Mais il n'a jamais vu Dieu. En 72, Christo, qui avait eu une exposition personnelle en 71 chez Yvon Lambert, se voit invité à participer à une exposition de groupe pour fêter les 5 ans de la galerie Yvon Lambert. Cette exposition de groupe a pris place rue de Paradis, dans le 10e, et Christo a conçu alors d'empacter, c'était une ancienne faïencerie de Digoin et Sarkozy, qui était promise à l'édition, et Michel Clorat, qui était le commissaire de cette exposition, qui avait trouvé ce lieu d'ailleurs, avait fait une sélection de 100 artistes avec Yvon Lambert, et Christo a décidé donc d'empacter la cage d'escalier de ce bâtiment de 5 étages. J'ai choisi cette image singulière. Cette vieille dame était la dernière habitante dans l'immeuble. Et cette exposition était appelée bilan d'une activité. Il y a un catalogue. Alors, Christo et Jeanne-Claude, leur lien avec la nature et donc avec l'eau était plus important. Il avait déjà eu, Jeanne-Claude avait pensé dès 67 à empacter le Ponte Sant'Angelo à Rome, mais le projet n'avait pu voir le jour, mais l'idée était toujours restée dans leur mémoire, dans leur subconscient. Et en 72-73, ils envisagent d'empacter le pont Alexandre III, qui est trouvé très beau, très élégant. Mais rapidement, Christo renonce à ce pont pour 2 raisons. Il ne le trouvait pas suffisamment enraciné dans la ville, de par sa structure très élégante, et de plus, c'était un pont essentiellement utilisé par les voitures et peu de passages piétons, donc peu de vie sur ce pont. Et dès 1974, ils ont jeté leur dévolu sur le pont Neuf, à la fois à cause de son architecture, à cause de son emplacement au centre de la cité, le fait que c'était aussi un lieu de vie de grand passage, et aussi par le symbole qu'il représentait. Il y a toujours, dans les choix de Christo et Jeanne-Claude, il y a très souvent le rôle du symbolique est très important. Ce projet, pour être mené à terme, a pris 10 ans. Donc c'était une aventure. Ce n'est pas le projet de Christo et Jeanne-Claude qui a pris le plus de temps. Celui qui en a pris le plus et qu'ils ont réalisé, c'est les Gates, 26 ans, mais enfin 10 ans. Au bout, ce projet, dans un premier temps, a été refusé par le maire de Paris, Jacques Chirac,
qui a été élu maire en 1977 et qui a, après une première campagne de sensibilisation, a fini par dire non en décembre 1979 pour des raisons purement électoralistes, parce que un certain nombre de ses conseillers lui avaient dit qu'il prenait, que jamais les Parisiens ne croiraient que Christo Eugène-Claude finançait ce projet. Ça risquait de découper son élection de 1973. Néanmoins, Christo Eugène-Claude ont continué avec leur opiniâtreté habituelle et est venu et ont trouvé une aide déterminante auprès de Johannes Schaub, qui était d'origine suisse, consultant en management, et qui a découvert qu'il n'était pas du tout un homme qui connaissait rien avec ce qu'il découvre le livre Running Trends, et qui a été fasciné par la dynamique de tous les projets de Christo, la dynamique, je dirais, entrepreneuriale même de ces projets, et qui les a rencontrés et qui a mis au point avec eux une stratégie qui était de faire campagne, d'aller sur le terrain, de faire campagne, comme si c'était une campagne électorale. Donc à partir de mai 81, à partir de 1981, Johannes Schaub a mis au point un programme par lequel ont été sensibilisées différentes couches de la société. Ça allait des entrepreneurs du milieu économique aux hommes politiques, en passant par le milieu d'éducation universitaire, mais aussi dans les collèges, dans les écoles, et par un travail de sensibilisation auprès des riverains du Pont-Neuf. La stratégie a payé, parce qu'en 1982, sous le couvert du secret, le 17 février 1982, Jacques Chirac a reçu Christo Eugène-Claude et a donné l'autorisation en leur demandant de tenir tout cela secret jusqu'à l'élection du printemps 80. En intervalle, Christo Eugène-Claude, c'est là qu'ils avaient le projet de Sarangida Islands à réaliser, et comme ils financent leur projet par la vente des œuvres originales de Christo, qui sont des collages, des dessins, des œuvres de la période 58-64 à Paris et tous les empâtages, il y a des gros moyens financiers qui sont mobilisés, donc il n'y aurait pas possible de faire deux grands projets en même temps. Donc ce projet a vu le jour, il y a eu d'autres petites surprises au printemps 85, alors que Jacques Chirac avait donné formellement son autorisation en août 84, tout d'un coup, revirement, son adjointe à la culture, Françoise de Panaffi, appelle Christo à New York et leur dit il faut que vous renonciez au projet, alors que toute la machine de fabrication du tissu, de toutes les structures métalliques pour protéger les ponts, les parapets étaient lancées. Christo et Eugène-Claude étaient dans la dernière ligne droite. Vous devez renoncer à ce projet. Parce que Jacques Chirac pense que ça va nuire à son image. Conjointement, le même mois de mars, le même mois, et curieusement, le préfet de police envoie une lettre à Christo Eugène-Claude interdisant le projet au motif que ce projet gênerait la circulation sur le pont et aux alentours. Or, le Pont-Neuf, pendant la durée du projet, la circulation routière, fluviale et piétonne s'est passée dans les meilleures conditions possibles, et Christo Eugène-Claude s'était engagé, et aussi au titre que cela créerait un précédent. Donc il y a eu un branle-bas de combat, toujours une aventure, les projets de Christo Eugène-Claude, il y a eu un branle-bas de combat, et la chance a été qu'à l'époque, ce n'était pas une présidence de droite, mais c'était un gouvernement de gauche, et qu'à la culture, il y avait Jacques Lang, et que le Premier ministre s'appelait Laurent Fabius, et qu'il était ouvert à l'art contemporain. Donc, les Christo ont contacté Jacques Lang, et in fine, fin juillet 1985, François Mitterrand, convaincu, a donné son accord et donné instruction via le ministre de l'Intérieur, qui était Louis Jox, de demander instamment de prier le préfet de police d'envoyer une nouvelle lettre en donnant les autorisations. Et le projet a vu le jour, a duré 15 jours et a eu le retentissement que l'on connaît
je pense que ce projet a laissé, enfin, à l'heure actuelle, j'en fais la constatation, que ce projet a laissé un souvenir, même s'il y a eu des détracteurs, mais un souvenir très important et très positif dans la mémoire de nombre de gens qui l'ont vu, car Philippe Bellaval, qui est le président du Centre des Monuments Nationaux, avait vu ce projet, l'avait beaucoup aimé et a apporté son soutien immédiat lorsqu'il a été question de raviver le projet de l'Arc de Triomphe. J'en viens au projet de l'Arc de Triomphe qui alors c'est complètement différent. L'histoire du projet de l'Arc de Triomphe diffère totalement de celui du Pont-Neuf. Le Pont-Neuf, ça a été une longue bataille pour arriver à avoir des autorisations. Le projet de l'Arc de Triomphe est un projet que Christo avait eu, le projet de l'Arc de Triomphe, pour obtenir des autorisations. C'est le président de la République qui a donné son accord. Pour ce projet, en fait, pour obtenir les autorisations, ça a été curieusement très facile, ce qui a d'ailleurs beaucoup surpris Christo et même dérouté, je pourrais dire, à un certain moment. Ce projet de Christo, d'impacter l'Arc de Triomphe, appartient à ce corpus de projets qu'il a eu dès 1961 d'impacter un grand bâtiment à Paris. Il avait aussi pensé à impacter l'école militaire, il y avait renoncé très rapidement, malgré l'entregent de son repère, le général de Villebon, qui avait été un compagnon de la libération du général de Gaulle, malgré l'entregent de Jacques de Villebon et aussi le désir de Christo et de Jacques, ils ont vite renoncé à cause de la fonction du bâtiment et aussi, à cette époque-là, la guerre d'Algérie n'était pas close et la situation politique un peu instable. Alors, il n'y avait aucune chance qu'ils puissent réaliser ce projet. Revenons à l'Arc de Triomphe, c'est le premier photomontage, la première œuvre préparatoire de Christo et Jean-Claude, qui est un photomontage où, vous le voyez, il utilise un de ses paquets pour simuler. Christo ne fait plus aucune œuvre, sauf un collage en 1988, destiné à faire l'objet d'une édition. Donc jusqu'en 2017, plus aucun de travaux de Christo, parce qu'il pensait réellement qu'il ne le ferait jamais, c'était une chose complètement impossible. Or, ce projet est revenu au devant de la scène parce que il y a eu le projet d'une exposition au Centre Pompidou et j'étais chargée des négociations avec le Centre et très rapidement Bernard Roussel, le directeur du Centre, qui a tout de suite dit oui à l'idée d'une exposition de Christo et Jean-Claude, avec Serge Levy, ont évoqué le projet « Pourquoi Christo ne ferait-il pas un nouveau projet à Paris ?» Alors, évidemment, l'idée qu'ils ont soumise à Christo et qu'il a gentiment rejetée, c'était d'impacter le Centre Pompidou. Et Christo dit « Bon, ben, je vais réfléchir ». Et en mai 2017, alors que j'étais en conversation avec lui à New York, on a reparlé de ça, et lui ayant dit, mais tu sais, ça serait bien vraiment de faire un projet à Paris, je pense que ça aiderait beaucoup pour finaliser le projet de l'exposition au Centre Pompidou. Je dis, mais pourquoi ne pas impacter, raviver, reprendre un de tes anciens projets non réalisés, celui de l'empactage de la statue de Louis XIII, très époque. Et là, ça a été non, c'est trop petit, il y a un seul projet que je veux faire à Paris, ça sera l'empactage de l'Arc de Triomphe. Donc j'étais un peu surpris. Et néanmoins, on a poursuivi la conversation avec... nous avons rencontré Philippe Bellaval, on en parlait avec Bernard Roussel, et grâce, je dois dire, que ce projet, nous n'aurions jamais eu aussi facilement les autorisations sans l'aide de support crucial de ces trois personnes. Le directeur du Centre Pompidou, Bernard Roussel, Serge Azine, son président, et tout premier lieu, Philippe Bellaval, par son enthousiasme pour le projet, qu'il a porté auprès du président de la République, auquel il l'a présenté
le 29 octobre 2018 et auquel le président a donné pour lequel le président a donné un avis favorable. Donc ça, c'est une des très grandes différences. C'est que là, il n'y a pas eu vraiment de campagne à mener pour obtenir des autorisations. Donc à partir de mai 2017, quand Christo décide que s'il refait un projet à Paris, ça sera l'Arc de Triomphe, sinon ça sera rien du tout, il se remet à faire tout de suite, il rentre dans le processus de comment vais-je réaliser, comment allons-nous réaliser ce projet. Et il recommence à faire des travaux préparatoires préliminaires. Il faut savoir que pour Christo, c'est très important, il a toujours, dans la réalisation du projet, il y a une chose toujours importante, c'est un aller-retour entre le projet, la situation du projet, le lieu où le projet va avoir, les discussions avec les sociétés d'ingénierie, avec les maîtres d'œuvre, avec tous les partenaires, et son travail de visualisation de la manière dont il peaufine, dont il va plus loin dans l'élaboration plastique du projet, qui se faisait dans son studio à New York, qui était un lieu où il travaillait toujours seul, où personne n'avait l'autorisation d'y aller, très rarement, et il a toujours travaillé seul. Christo n'a jamais eu d'assistant. Donc je vous montre une série des œuvres préparatoires. Ça, c'est une des toutes dernières. Ce projet aurait dû avoir lieu initialement au moment de l'exposition au Centre Pompidou. Là, premier obstacle dans l'aventure de ce projet, c'est qu'à peine a-t-il été rendu public que Christo a reçu un mail du président de la Ligue pour la protection des oiseaux en France, disant qu'il fallait absolument retarder le projet parce que c'était la période de nidification des faucons cresserelles, qui est une espèce protégée et en diminution de 40% depuis le début des années 2000 en France, et qu'il fallait revoir notre calendrier. Nous les avons rencontrés et nous avons décidé de retarder le projet. Pour un tel projet, comme pour tous les projets, vous imaginez le temps de la réalisation. On ne met pas ça en place du jour au lendemain. Il faut 4 mois. Il faut 12 semaines pour mettre le projet en place. Il est ouvert pendant 15 jours et ensuite, il faut à peu près 4 à 5 semaines pour la fenêtre de tir, mais est très courte parce qu'il faut que ça soit entre des grandes célébrations nationales. C'est pour ça qu'il devait avoir lieu cet automne, entre le 19 septembre et le 4 octobre, et en raison de la crise sanitaire, nous avons été amenés à le reporter d'un an. Ce projet, quand nous avons pris la décision, alors, pour montrer comment fonctionne Christo, par exemple, pour le projet du Pont Neuf, Christo avait, avec son équipe, les jeunes peuples, avait empaqueté un pont près de Paris, qui était un pont miniature, mais un petit pont neuf, mais près de Paris. Donc, dans des situations réelles. Là, ce n'était pas possible, donc nous avons fait construire, les maîtres d'œuvre sont, comme pour le projet du Pont Neuf, ce sont les charpentiers de Paris. Les charpentiers de Paris, à notre demande, ont fait une maquette qui reprend la partie supérieure, la partie supérieure de l'arc, parce que c'est là où, d'un point de vue technique, c'est là où c'est plus compliqué pour faire le lien entre le passage sous les voûtes. Il y a 4 voûtes, donc c'est relativement complexe, et les parties verticales. Donc, cette maquette a été construite en septembre. Christo est venu en octobre pour justement décider sur place, faire le choix définitif du tissu, des cordages, de l'emplacement des cordages, comment tout ça devait être fait. Et ça a toujours été dit. Ça, c'était les derniers séjours d'ailleurs de Christo à Paris. Anna Bourgat, un projet, c'est toujours une équipe. Ici, il y a une photo d'Anna Bourgat, qui est une jeune architecte. La société d'ingénieurs est une société allemande. Et Bruno Cordeau, qui est l'administrateur de l'Arc de Triomphe. Ici, Sébastien Roger, qui est le responsable du projet pour les charpentiers de Paris. Voici d'autres images. Et alors, ça, c'était, après que Christo ait passé quelques jours à Paris, c'est ce qu'il souhaitait quant à l'emplacement des cordages, quant à la manière dont les plis doivent être faits, etc. Donc, tout était avancé. Ici aussi, quelques images
la manière, les structures lesquelles vont être déroulés le tissu, les structures qui visent à protéger évidemment les parties sculptées. Là, c'est ça le plan pour déploiement des toiles. Et dernière chose, on a des tissus faits en Allemagne, il est cousu aussi en Allemagne, et c'est une photo prise il y a peu de temps, cet été, d'ouvrières allemandes en train de coudre le tissu. Donc, nous sommes prêts. Très bien, merci beaucoup. Alors, très rapidement, parce que le temps tourne et je sais qu'à 18h, on libère et que nos organisatrices ont des choses à nous dire. Donc, je vais rebondir vraiment très rapidement. J'avais 2 points, je me limiterai à un seul point sur le pourquoi de la spécificité de cette dernière réalisation et le fait qu'elle soit posthume. C'est-à-dire que, et c'est très intéressant, les images de ce point de vue-là sont très intéressantes et je vais rebondir sur ces images. Au fond, quelles sont les hypothèses auxquelles le juriste pourrait songer lorsque l'on parle d'une réalisation posthume? Une question qui va se poser est une question fondamentale. Est-ce que dans cette réalisation posthume, il n'y aurait pas place pour une autre création qui est celle de celui qui mène cette réalisation future? Ça, c'est une question. Au début, vous aviez parlé de projet. Quand on voyait les premières images, quand on voit cette image, on se dit, bah, voilà, on a un projet. Ce projet s'arrête. Christo décède, et donc il y a une réalisation posthume de ce projet, mais est-ce qu'il n'y a pas place pour une liberté créatrice au stade de cette réalisation posthume du projet? Et ça pose des questions très importantes, parce que s'il y a place pour la liberté créatrice, et donc s'il y a place pour des choix créatifs au stade de la réalisation posthume, eh bien juridiquement, l'œuvre n'est plus une œuvre de Christo et Jeanne-Claude, elle devient une œuvre de Christo et Jeanne-Claude et de ceux qui ont œuvré à ces choix au stade de la réalisation. Alors, nous, juristes, nous pensons tout de suite à Guinaud et Renoir, ces sculptures que Renoir ne pouvait plus matérialiser de ses mains et qu'il faisait réaliser par son assistant Guinaud, et on s'était posé la question de savoir qui est auteur. Est-ce que c'est celui qui compose? Est-ce que c'est celui qui matérialise? Et au fond, la réponse dépend du degré de liberté. Si celui qui matérialise n'est que la main de celui qui pense et qu'il ne fait que des choix techniques et qu'il n'a pas de choix créatif, il n'est pas auteur, et Renoir aurait été seul auteur. S'il y a une liberté créatrice suffisante, eh bien les deux sont co-auteurs. Et puis on pourrait inverser, si Renoir s'était limité, et si ici Christo s'était limité à dire « je veux empaqueter l'Arc de Triomphe », il n'y aurait pas eu de création originale du côté de Christo et de Jeanne-Claude, il n'y aurait eu de création originale que du côté de la réalisation posthume. Donc ça, c'est véritablement important, et c'était un peu de ça dont je voulais parler très rapidement. Et en fond, ce que vous avez montré montre que finalement, a priori, tous les choix créatifs ont déjà été prévus par Christo et Jeanne-Claude, et donc de là, cela veut dire que, a priori, il n'y a guère de place pour une autre créativité, une autre titularité et des questions de co-titularité qui auraient été très intéressantes, puisqu'en plus, c'est une entreprise, donc on aurait pu imaginer à des logiques d'œuvres collectives qui s'ajouterait à cette œuvre composite. Mais là, je crois que de ce que vous nous montrez, il sera intéressant de voir au stade de la réalisation si effectivement tout a été pensé, ou si les questionnements ne sont que des questionnements techniques, fonctionnels, et là le droit d'auteur est de côté, ou si véritablement il y a des vrais choix créatifs, et là, il y aurait place pour un droit d'auteur qui ne serait plus celui de Christo et Jeanne-Claude. Et une question pourrait se poser, je la nomme et je ne l'exposerai pas, est-ce que finalement cette liberté créatrice qui pourrait exister, je parle au conditionnel, parce que finalement la précision du travail fait par Christo et Jeanne-Claude ne serait pas parfaite, est-ce que celui qui devrait réaliser ne pourrait pas dénaturer le projet? Et donc là, il y aurait une place aussi pour réfléchir à un jeu possible du droit moral, et ce sont des belles questions que nous connaissons en droit d'auteur. Celui qui interprète, celui qui va réaliser le concept, pourrait le dénaturer, et là il y aurait des questions sur le droit moral. Donc voilà, très rapidement, parce que je veux laisser la place à nos organisatrices, ce qu'évoque pour le juriste de droit d'auteur cette question très particulière de la création, le fait qu'elle soit posthume. Oui, mais Christo, sentant d'ailleurs, je pense qu'il était très fatigué, et sentant peut-être sa fin approcher, a vraiment travaillé totalement dans les détails.
Et quand il est mort en mai, à la fin du 31 mai, on n'était plus qu'à 4 mois du projet. Donc toutes les décisions avaient été prises. Il n'y avait plus que la réalisation matérielle à mettre en place. Donc, c'était des hypothèses de juristes. Oui. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée que le temps nous presse, mais je pense qu'on a le temps de quelques questions, parce que je pense que ce que nous avons vu, justement, invite à la réflexion. Donc, est-ce qu'il y aurait des réactions, des questions dans la salle ? Moi, j'ai une question. Du coup, est-ce que le projet de l'Arc de Triomphe est le seul projet qui a été, soi-disant, proposé à Christo, qu'on a invité à réaliser un projet, et du coup, c'est lui qui a choisi le monument, effectivement, mais on l'a invité à faire une réalisation, une création à Paris. Est-ce que dans d'autres situations, un autre organisme l'a déjà invoqué? S'il voudrait bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Non ? Non. Je pose cette question parce que justement... comme ce projet... Et le seul autre grand projet, c'est celui du Mastaba d'Algérie. Donc effectivement, c'est une première. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense que les questions peuvent venir à la fin. De toute façon, nous allons, je pense, Sophia et moi, nous sommes d'accord que nous allons légèrement raccourcir ce qu'on voulait vous dire pour laisser la place au dialogue à la fin. Alors, ce que je vais vous présenter, ça fait partie de mes recherches dans le cadre de ma thèse. Je travaille sur le patrimoine artistique monumental du régime communiste bulgare et je me concentre sur les interventions d'artistes contemporains sur ce patrimoine pour voir en quoi est-ce que ces interventions peuvent contribuer au processus de patrimonialisation des monuments du socialisme. Alors, nous avons parlé de la Bulgarie avec Christo, du coup on enchaîne avec ce sujet. Donc la Bulgarie représente en quelque sorte une singularité dans son rapport aux monuments du régime communiste. Après 1989, des monuments de personnalités idéologues tels Lénine ou Georges Dimitrov ont été démantelés, comme c'est le cas d'autres pays ex-socialistes. Une différence significative représente la manière dont cela s'est fait, non suite à un élan révolutionnaire, mais pendant la nuit, suite à une décision administrative. Et alors, la plupart des ensembles monumentaux sont toujours présents dans l'espace public contemporain. Le débat sur leur destin ne s'est jamais complètement arrêté depuis le changement politique du 10 novembre 1989. La Bulgarie a un grand mal à s'occuper, à résoudre ces problématiques avec ce patrimoine, et ceci est dû à des raisons à la fois politiques, mémorielles et esthétiques. Aucune politique publique n'a été engagée concernant les monuments idéologiques de la période. En 2000, une loi a été votée qui déclare le régime communiste bulgare criminel. Et en 2016, une tentative infructueuse a été faite de voter une modification de cette loi afin de proposer une solution radicale au problème. Quand je dis radicale, je veux dire que cette modification de loi proposait un démantèlement des monuments dans un délai d'1 mois. Donc ce sont des lois mémorielles qui essayent d'imposer une vision officielle du patrimoine matériel et immatériel du socialisme. Très politique, elles ont très peu d'impact en fait sur les débats qui concernent les monuments et qui occupent la société bulgare. Et en ce qui concerne la régularisation du patrimoine et les politiques patrimoniales, par contre, elles n'existent presque pas.
Et face à ce manque de régulation juridique et normative du patrimoine monumental, ainsi que la multitude d'interprétations du passé, mélangeant des écrits historiques, des discours politiques, des souvenirs personnels, le débat sur le destin des monuments manque d'encadrement et du coup ne s'arrête pas. Deux visions sont généralement confrontées, une qui demande le démantèlement immédiat des monuments et leur suppression de l'espace public, et une autre qui appelle à leur préservation et appelle à leur éventuelle transformation en objets déidéologisés, esthétiques ou bien fonctionnels. Et parmi les participants les plus actifs dans ces débats se trouvent les artistes. D'ailleurs, lorsqu'on cherchait à résoudre cette question des monuments de façon artistique, à plusieurs reprises, l'idée a été évoquée d'inviter Christo à imaginer un empaquetage d'un des monuments problématiques. J'identifie deux moments forts dans le débat sur les monuments, un au début des années 90 naturellement, et un autre dans les années 2010. Plus particulièrement, en fait, nous notons une rupture avec l'année 2011. Dans le résumé, en fait, pour la journée d'études, je vais proposer en exemple cette action artistique de Miroslav Hristov et du groupe Plus, qui dote en fait les monuments de Sofia d'oreiller, un commentaire ironique du fait que la ville dort au lieu de discuter de son passé et de son présent. Et l'œuvre en fait nommée La ville endormie intervient à un moment justement les discussions sur les monuments du régime communiste en Bulgarie gagnent en importance et reprennent place au centre des débats. Je vais vous présenter alors trois types de monuments. Et si le temps le permet, je pense que je vais vous présenter plutôt un type de monument et deux exemples très très courts, qui alors sont porteurs de mémoires, de différentes mémoires de socialisme. Le premier monument, c'est un monument commémoratif des années 50 dédié à l'armée soviétique. Un deuxième monument aussi idéologique nationaliste est érigé à l'occasion du 1300e anniversaire de la création du premier État bulgare. Et enfin, le foyer monument du Parti communiste bulgare, un édifice qui est devenu emblématique par son esthétique. Et ce qui m'intéresse, en fait, ce sont les interventions artistiques contemporaines sur ces monuments. Ces œuvres d'art, alors, qui ont pour but d'activer ou d'éveiller en quelque sorte les monuments, afin de leur donner vie et peut-être également de les inclure de façon active dans le débat sur leur propre destin. Nous observons également quelle a été la réception de ces œuvres et quelle en a été la conséquence sur le processus de patrimonialisation des monuments. Afin d'aborder l'importance des interventions artistiques sur le patrimoine monumental du socialisme en Bulgarie, je voudrais faire quelques petites précisions. Alors qu'il est vrai qu'il manque un cadre juridique et normatif pour définir les monuments du socialisme en tant que patrimoine, ou bien pour les condamner à l'effacement de l'espace public car en conflit avec les valeurs d'un pays démocratique, il serait important de penser le patrimoine comme plus qu'une définition précise, une unique définition précise. Le plus proche de ce qu'on pourrait définir le patrimoine monumental du socialisme bulgare serait peut-être la définition du patrimoine dissonant évoquée par Tunbridge et Ashworth. La dissonance est pensée en tant que désaccord, du coup, sur la façon dont le passé est représenté, interprété par les différents acteurs. C'est effectivement applicable aux monuments qui nous préoccupent, car les attitudes des différents groupes dominants dans la société ne sont pas univoques et il manque une vision commune de la meilleure représentation du passé socialiste. De notre côté, la dissonance, nous pouvons argumenter, est une qualité du patrimoine qui est présente dans beaucoup de contextes. Afin de réfléchir cette dissonance comme un élément positif, Vishnja Kisic propose la notion de Inclusive Heritage Discourse, ou discours patrimonial inclusif, par opposition à la notion de Laura Jane Smith, Authorized Heritage Discourse. Kisic pense la dissonance comme une qualité qui permet et qui met en question la sédimentation d'un discours singulier qui ouvre la place à la négociation des significations. Et puis, une troisième référence, je fais une référence à l'ouvrage emblématique de David Lowenthal, Le passé est un pays étranger, dans lequel il exprime l'idée que le patrimoine, enfin, n'existe qu'à travers le scandale, le débat. Et cette idée va dans le sens que la dissonance est enfin essentielle pour maintenir un patrimoine vivant. Et dans ce sens, nous pouvons conclure que le patrimoine monumental du socialisme en Bulgarie
n'a jamais été aussi vivant que les 30 dernières années de transition. Et c'est justement cette résurrection, cet éveil des monuments qui nous préoccupe ici dans la recherche de voir quel est le rôle des actions artistiques qui activent les monuments. Ces interventions, nous allons le voir, participent activement dans le processus de patrimonialisation des monuments, ou plus précisément dans le développement d'une conscience patrimoniale vers le patrimoine du passé socialiste. Le regard esthétisant et émotionnel permet une identification avec ce passé, une meilleure compréhension, mais aussi la coexistence de plusieurs couches de mémoire sans laisser prévaloir l'une sur d'autres. Le patrimoine est ainsi le résultat de l'accumulation de plusieurs passés, de plusieurs esthétiques, de plusieurs mémoires. En quelque sorte, comme le dit Lucie Morisset, c'est une œuvre ouverte. Nous devons alors toujours avoir en tête le respect de ces différentes couches de signification et d'histoire, de ces différentes visions esthétiques. Un problème se pose par contre lorsque l'aspect esthétique commence progressivement à effacer la charge idéologique ou bien commémorative qui était instaurée à l'origine. L'artification des monuments, pour s'approprier le terme de Shapiro et Heinisch, qui dans la majeure partie des cas assurent leur sauvegarde, ne menace-t-elle pas l'authenticité des monuments? La fonction commémorative de monuments est-elle mise en doute? Et en insistant sur la valeur artistique et esthétique de monuments, ne le stérilise-t-on pas en quelque sorte? Ce sont des éléments de réflexion lorsque nous abordons les différentes études de cas. Alors, le monument de l'armée soviétique a été érigé au centre de Sofia en 1954 à l'occasion du 10e anniversaire de l'entrée en Bulgarie de l'armée rouge. Conçu et réalisé par les plus grands noms de la sculpture et de l'architecture bulgare de l'époque, il est devenu un des symboles idéologiques les plus forts dans la capitale bulgare. Lorsqu'en 1989, le régime communiste chute et l'idéologie est massivement contestée, c'est également le moment de remettre en cause l'existence du monument. Après plusieurs tentatives administratives de son démantèlement, une pression diplomatique forte de la part de la Russie fait que le monument est resté entier et relativement protégé jusqu'à aujourd'hui. Pendant la période post-socialiste, le monument de l'armée soviétique est devenu un lieu important pour la culture street, la culture de rue. Donc, utilisé généralement pour des célébrations publiques et des pratiques commémoratives, le monument offre une grande esplanade qui, lorsque sa fonction première est enlevée, laisse la place à la réinterprétation. À cause de la surface lisse du granit qu'il propose, les skateboarders sont les premiers à approprier le lieu. Les escaliers solennels et les éléments sculpturaux deviennent des éléments d'architecture urbaine comme d'autres, et des rampes sont installées. Le lieu de commémoration devient un lieu de rassemblement de la jeunesse. Ce recyclage du patrimoine est en quelque sorte involontaire et plutôt lié aux circonstances, aux conditions offertes par le monument. Cette transformation fascinante a été remarquée dès les années 90 et d'ailleurs à l'occasion de la décision administrative de la mairie de Sofia en 1993 de démanteler le monument de l'armée soviétique. Il y a 2 articles qui paraissent dans le journal Cultura, un journal spécialisé sur le monde de la culture. Un des articles s'intitule « Le monument revenant à la vie » de Raïch Pojarliev, qui compare en fait l'état de monument de l'armée soviétique à Sofia avant 1989 et après. Et il interprète l'appropriation par les skateboarders et par les graffitis de cet espace en tant que résurrection de monuments. À la même époque, en fait, les éditeurs du journal vont émettre un avertissement à la mairie de Sofia en disant que leur décision de démanteler le monument signifierait en effet le démantèlement de 2 monuments. Le sous-entendu est que le monument de l'armée soviétique symbolise le régime communiste bulgare, mais il est également devenu le monument de la transition à travers son appropriation. Donc un grand témoignage à cette appropriation réussie et de ce lieu est le film Tilt de 2010, dans lequel le monument de l'armée soviétique est un vrai personnage principal, présent pendant la moitié du film pour exprimer le passage du temps et le changement idéologique. Et ici, en fait, c'est une photographie du monument tel qu'il a été appareillé pour le tournage, recouvert de graffitis et d'armatures afin d'imiter son état dégradé du début de la période de la transition. La même année, une exposition événement aura lieu combinant la culture de rue et l'imaginaire socialiste. Cette exposition a lieu à Sofia et je voudrais vous montrer la bande-annonce
de cette exposition pour illustrer en fait comment est-ce qu'on quels étaient les grands clichés de cet imaginaire du socialisme. Alors, juste un instant. Du coup le monument de l'armée soviétique, mais aussi les grands clichés comme les services secrets, le parapluie bulgare, et la contrebande. Voilà, le projet s'appelait Living Museum, donc le musée vivant. Il combinait justement la culture street avec des interventions des artistes populaires du rap, mais ainsi d'autres types d'appropriation de ce patrimoine, de cet imaginaire en fait du socialisme par les jeunes. D'ailleurs, l'autre titre de l'exposition, c'était l'imaginaire du socialisme de la jeunesse et en fait leur propre socialisme. Donc, en fait, pour arriver à l'intervention artistique la plus emblématique du monument de l'armée soviétique, elle date du 17 juin 2011 et elle a été réalisée par le groupe Destructive Creation. Pendant la nuit, il transforme un des groupes sculpturaux du monument de l'armée soviétique, La Grande Guerre patriotique, signé Vassili Zidarov, en une version contemporanéisée. Les soldats soviétiques sont peints en héros de bande dessinée américaine, accompagnés de l'inscription « Soyons à la page ». Ceci devient une des œuvres d'art contemporaine en fait, qui a eu le plus de retentissement et de succès à l'étranger. Aussi polémique que le monument lui-même, l'intervention provoque de multiples questions dans la société. Est-ce une tentative de désacraliser le monument, de l'ironiser, ou bien est-ce que c'est plutôt une ironie vers la réalité contemporaine, comme le suggère le titre « Soyons à la page ». Est-ce qu'il faut nettoyer tout de suite les sculptures, ou bien faut-il les laisser telles quelles, comme une nouvelle couche faisant partie du monument ? Donc le monument est protégé par un accord entre la Russie et la Bulgarie concernant les mémoriaux militaires et il est également un lieu de commémoration. Ainsi, il ne pouvait naturellement pas être laissé dépeint. Mais le fait qu'une idée de conservation du graffiti est apparue est assez significatif. Il témoigne du pouvoir de l'action artistique sur la perception du monument. En une nuit, il a été transformé en épine idéologique au centre de Sofia dans une œuvre d'art qui mérite la protection. Cette intervention, devenue emblématique, sera déclinée sous plusieurs formes. Je vous montre ici l'extrait d'un clip vidéo d'un duo de rap, mais également c'était un jeu de coloriage diffusé dans la presse bulgare. Ici, c'est un des plus grands quotidiens, journaux quotidiens. Une autre conséquence de Soyons à la page, du coup, c'est la transformation symbolique et fonctionnelle du monument. D'un lieu de skateboard, de manifestations ou bien d'événements commerciaux, il est devenu une tribune d'expression et de réaction aux actualités politiques et sociétales. Dans les années qui ont suivi, il a exprimé une excuse pour la participation de la Bulgarie dans l'étouffement du printemps de Prague, c'est l'action du 21 août 2013, puis un soutien à l'Ukraine pendant l'annexion de la Crimée, le 23 février 2014, et puis en 2015, Pussy Riot y ont installé leur propre masque. Donc chaque nouvelle intervention, chaque graffiti est relayé par les médias, une preuve de plus pour l'importance gagnée du monument dans les yeux du public. Maintenant, pour ses fonctions du site d'activisme politique. Très brièvement, sans entrer dans les détails, je vous montre mes deux autres exemples.
Le premier, alors, le monument 1300 ans en Bulgarie, qui a été érigé en 1981, je vous ai dit, à l'occasion du 1300e anniversaire de la création du premier État bulgare en 681. Son esthétique moderniste et son message idéologique très particulier, car ils s'inscrivent dans un mélange nationaliste ésotérique dans lequel je ne vais pas entrer, je ne vais pas préciser, ont toujours en fait été un énigme pour le grand public. En soi, le monument représente des moments forts de l'histoire bulgare, l'âge d'or de la culture bulgare par la composition Simeon et les hommes de lettres. Après, vous avez la Pietà qui symbolise la reconnaissance à tous les martyrs bulgares. Et puis enfin, vous avez la figure de l'ouvrier en figure allégorique du travail, mais aussi de la construction socialiste. Le monument est terminé par une aile qui est une symbole de la promesse, de la prospérité. Le monument représentait quelques légers défauts de construction, puis pendant la période de transition, il a été laissé à l'abandon par la municipalité de Sofia, ce qui fait qu'il s'est dégradé très vite. Et ici, c'est le résultat que vous voyez, c'est une photo de 2015. Alors, le monument, la critique principale qui va être adressée au monument alors est liée à son esthétique, à son aspect déplaisant. C'est un argument qui est beaucoup plus important que tous les arguments idéologiques qui pourraient être vocalisés. Et à votre attention, je proposais une action, un 3D mapping en fait du monument réalisé par l'association d'architectes Transformatory, donc transformateurs. C'est une action qui a été réalisée dans le cadre de la campagne de la ville de Sofia pour Capitale de la culture européenne en 2019. C'est aussi un projet du coup, qui a été soutenu à la fois par la municipalité de Sofia, mais aussi par l'auteur de monument, Valentin Starchev. Ce qui m'intéresse dans cette action, c'est la façon dont le monument est éveillé par elle. Ici, vous voyez un monument qui parle. D'ailleurs, l'action s'intitule « Revision, les réflexions d'un monument nu ». Et alors, le monument dit « Je ne suis pas très vieux, j'ai 32 ans. Par contre, on ne m'aime pas depuis que je suis petit. Personne ne me remarque. Il n'y a que des étrangers qui m'aiment bien. Ils se prennent en photo avec moi. Parfois, je rêve être un cheval. Oui, un cheval sur un piédestal. Sur moi, il y a un grand général avec une épée, avec un chapeau qui montre une direction. J'imagine que tout le monde s'arrête pour m'admirer. Je suis content que quelqu'un fasse quelque chose avec moi. C'est si bien de ne pas être tout seul. » Donc les propos sont révélateurs à la fois des objectifs des organisateurs, des attitudes envers le monument. Du coup, il n'est pas jugé beau esthétiquement. Du coup, c'est un monument nu qui parle. Il rêve d'être un monument que les gens peuvent admirer, du coup à comprendre, parce qu'il est jugé incompréhensible. Il n'est apprécié que par les étrangers, un constat qui cherche à la fois de valoriser son esthétique, donc les étrangers comprennent bien à quel point il est beau, mais également à le légitimer dans les yeux du public bulgare. Très vite, je vous dis l'histoire du monument. En 2017, une décision va être prise pour démanteler le monument. Une décision, elle a été prise en fin 2016, mais le monument va être démantelé en 2017. Dans la campagne de sa protection, dans laquelle l'association Transformatory vont participer de façon assez importante, ils vont réaliser plusieurs affiches. Et cette affiche-là, par exemple, qui n'a pas été réalisée par l'association Transformatory, mais qui s'inspire par un de leurs projets, dit « Si vous ne saviez pas quoi faire avec votre histoire, donnez-la aux jeunes, ils vont la remettre à la page. » C'est un clin d'œil évident à l'œuvre que je vous ai montrée au début, « Soyons la page ». Et alors, en juillet 2017, le monument va être détruit. Ici, vous avez une photographie de son auteur qui suit le démantèlement à travers la clôture. Le troisième exemple, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai parlé trop longtemps, mais je vous montre au moins à quoi ça ressemble. C'est le foyer monument du Parti communiste bulgare Buzluja, qu'on appelle également l'OVNI des Balkans, à cause de son aspect esthétique assez intrigant.
Il a été réalisé pour le 90e anniversaire du Parti communiste bulgare et en quelque sorte nous pouvons dire que c'est un des monuments les plus idéologiques qui existent en Bulgarie. Cependant, c'est un monument qui est moins contesté justement à cause de son esthétique très intrigante, à la différence de monuments 1300 ans en Bulgarie où l'aspect dégradé a joué finalement dans la défaveur de monuments. Dans le cas de Buzluđa, c'est justement son aspect de ruine qui va intriguer. Et du coup, je voulais vous parler d'une pièce performance, mais je vais vous en parler une autre fois. Je conclus juste avec un mot pour dire que ces exemples d'activation d'éveil des monuments du régime communiste bulgare sont importantes parce que dans le premier cas, le résultat de l'intervention de Destructive Creation est une nouvelle forme de participation du monument dans le débat public, non plus seulement en tant que vestige du passé à conserver ou enlever, mais aussi en tant que plateforme d'expression, à la fois artistique et politique. Il a gagné en valeur dans les yeux des sophiotes et sa préservation est aujourd'hui beaucoup moins remise en question. Dans le cas du monument 1300 en Bulgarie, contesté surtout pour son esthétique moderniste, les interventions ont essayé de montrer le potentiel du monument et de révéler sa valeur pour l'espace public contemporain. Mais malgré le caractère spectaculaire de l'action, elle aussi que les autres qui ont suivi n'ont pas réussi de sauver le monument de sa destruction en 2017. Je suis sûre que tout ceci pose plein de questions juridiques, surtout liées aux droits d'auteur, parce que nous sommes dans le cas de monuments dont les auteurs sont vivants. Et je pense que ceci va être développé par Sophia. Merci. Merci beaucoup, Ina, de nous avoir montré tous les enjeux artistiques, idéologiques, historiques qui existent autour de la transformation des monuments socialistes en Bulgarie. Sans surprise, de mon côté, je vais aborder les problématiques juridiques et plus spécifiquement celles qui sont liées aux droits d'auteur et qui sont suscitées par ces transformations, mais aussi par les dégradations ou les destructions des monuments. Alors, les œuvres monumentales étant à la vue de tous, donc c'est en quelque sorte normal qu'à la fois leur mise en place, leur devenir, après aussi leur démolition, suscitent des réactions. Donc les débats sur la question ne sont pas nouveaux, mais sont aujourd'hui tout à fait d'actualité, comme on le sait tous. Alors, on peut se demander, du coup, d'un point de vue juridique, qui peut décider, qui prend la décision de déplacer, de modifier, de détruire un monument situé sur la voie publique. Alors, en cas d'intérêt divergent, bien sûr, en cas de conflit, est-ce que c'est au propriétaire, public ou privé, de prendre cette décision? Est-ce que, de son côté, l'auteur peut prétendre à l'intangibilité absolue de son œuvre? Et enfin, est-ce que les autres artistes, quelle est la latitude de création des autres artistes qui souhaitent intervenir sur les monuments d'autrui? Et on l'a vu avec Ina, leur intervention est tout à fait cruciale, elle s'inscrit dans cette histoire des monuments, de leur réinterprétation, mais justement, quelles sont les problématiques de droit d'auteur qui peuvent être suscitées en l'occurrence? Alors, je vous propose aujourd'hui de voir de quelle manière ces intérêts divergents sont conciliés, donc comment assurer ce fragile équilibre, notamment par la législation, la réglementation et la jurisprudence. Alors, je vais faire ma présentation en droit français, mais pour structurer mon propos, je vais me permettre de puiser dans les exemples que nous a présentés Ina, qui me semblent particulièrement démonstratifs de ces différentes problématiques. Et d'ailleurs, grand merci à Ina de nous avoir fourni à tout le contexte et beaucoup de documents d'archives qui sont liés notamment au procès qui entoure certains de ces monuments. Alors, j'ai structuré ma présentation autour de deux problématiques juridiques principales relatives aux droits d'auteur. Je ne vous cache pas que je vais faire un survol, je vais essayer d'aller très rapidement, donc ça va être assez schématique. Mais en tout cas, la première, c'est cette distinction entre propriété corporelle sur le support de l'œuvre, donc la propriété d'une mairie, municipalité, etc., et le droit d'auteur, qui lui est un droit immatériel et qui n'appartient pas, comme on l'a vu d'ailleurs avec plusieurs présentations aujourd'hui, forcément au propriétaire,
et en tout cas les droits moraux ne lui appartiennent jamais. Donc, ils appartiennent à l'auteur ou les titulaires de droit. Et la deuxième problématique est celle qui est relative à l'œuvre composite, donc qui est l'œuvre qui résulte de l'intervention d'un artiste sur une œuvre monumentale, sur une œuvre de manière générale d'autrui, qui est protégée par le droit d'auteur. Et là, je vais m'intéresser aux problématiques de la qualification et de l'exploitation des droits sur cette œuvre dérivée. Alors, pour la première question, pour cette première partie, encore une fois, le droit d'auteur est un droit à caractère incorporel, donc il doit être distingué du droit de propriété corporelle sur le support matériel de l'œuvre. Donc, ainsi, le propriétaire de ce support n'est pas titulaire de droit de propriété intellectuelle, sauf cession expresse de la part de l'auteur. Alors, cette double propriété, elle peut être problématique en cas de désaccord entre les deux titulaires de droit. Et justement, ici, dans le cas des œuvres monumentales, nous avons un support unique, donc qui est l'œuvre elle-même. Donc la décision, par exemple, de démolition va entraîner la disparition tout simplement de l'œuvre. Alors là, je vais évoquer justement cet exemple du monument 1300 ans Bulgarie. Donc Ina vous a expliqué le contexte idéologique et historique qui existe en l'occurrence. Disons qu'il y a eu cette décision du conseil municipal de Sofia de démonter, déjà d'un point de vue droit d'auteur, cette œuvre, c'est une œuvre de collaboration entre le sculpteur Valentin Starchev, qui est auteur du groupe sculptural en bronze, et deux architectes. C'est une œuvre de commande, c'est une œuvre de commande publique qui a été réalisée spécifiquement pour cet emplacement. Et donc, pour les raisons évoquées par Ina, le conseil municipal de Sofia a décidé de démonter le groupe sculptural et de détruire la partie architecturale en béton du monument. Starchev saisit le tribunal administratif de Sofia, il invoque la violation de ses droits moraux et notamment son droit au respect et d'intégrité de son œuvre, et il considère à juste titre que son œuvre, il s'agit d'un ensemble et on ne peut pas du tout séparer ses parties composantes et détruire une partie. Alors, le tribunal administratif du 28 avril 2015 le déboute en faisant prévaloir les droits de la municipalité en tant que propriétaire de disposer librement de son bien. Alors ici, le tribunal se fonde sur l'article 15.8 en fait, de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas de codification en Bulgarie, mais l'équivalent du code de propriété intellectuelle, qui gèle certains droits moraux, et notamment le droit au respect, sur une œuvre architecturale. Et il faut également savoir que la loi va assimiler l'œuvre monumentale à une œuvre architecturale. Donc après, l'affaire est poursuivie devant la Cour administrative d'appel et devant l'équivalent du Conseil d'État en Bulgarie, mais dans tous les cas, ils ont confirmé le raisonnement du tribunal administratif. Donc on voit ici que la législation bulgare réserve un traitement spécifique aux œuvres architecturales et les œuvres monumentales, en préférant systématiquement les droits du propriétaire sur ceux de l'auteur. Alors, qu'en est-il au droit français ? Alors, en droit français, il existe le principe de l'unité de l'art, donc suivant lequel on ne peut pas normalement faire une distinction. Donc, on sait que ce principe a connu certains entorses, mais de manière générale, on ne peut pas traiter de manière différenciée. Donc, les œuvres sont protégées indépendamment de leur genre, de leur forme, expression, de leur mérite et de leur destination. Donc, dès qu'ils, bien sûr, correspondent aux critères de protection de forme originale qu'on a évoqués aujourd'hui à plusieurs reprises. Donc, les œuvres architecturales et les œuvres monumentales ne sont donc pas traitées différemment d'un point de vue légal. Donc, l'auteur, en principe, en vertu de ses droits moraux, et notamment au droit de respect, peut s'opposer à toute modification de son œuvre. Cependant, c'est au niveau de la jurisprudence que les droits de l'architecte vont être aménagés, et dans un objectif tout simplement de conciliation des intérêts divergents qui peuvent exister entre le propriétaire du support corporel et ceux de l'auteur. Alors, la jurisprudence refuse de reconnaître à l'architecte un droit à l'intangibilité absolue du bâtiment. Donc, cependant, la décision de modification ou de destruction n'est absolument pas laissée à l'arbitraire du propriétaire. Alors, il doit prouver
qu'elle est rendue strictement indispensable par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, et d'autre part, qu'elle est justifiée par les nécessités du service public quand il s'agit d'un bâtiment public. Et il faut qu'il s'agisse d'impératifs véritables et qu'il n'y ait pas de solution alternative évitant de dénaturer l'œuvre. Donc, en quelque sorte, nous avons ici une intervention qui doit être proportionnée et qui doit être justifiée, qui doit être nécessaire. Alors, la charge de la preuve, de manière générale, appartenait en principe au propriétaire qui devait, du coup, prouver le caractère nécessaire, indispensable de l'intervention. Mais dans un récent arrêt de 2017, la Cour a opéré un renversement de la charge de la preuve et elle a estimé que c'était à l'auteur de prouver l'atteinte portée à ses droits moraux, donc, qui peut être particulièrement difficile. Donc on voit cette balance des intérêts qui a un peu penché du côté du propriétaire. Alors juste de manière très très brève, derrière tout ça, généralement, il y a la jurisprudence, mais je ne pourrais pas l'évoquer en détail. Je vous ai mis juste quelques arrêts, quelques exemples, des critères qui ont été considérés comme justifiant la modification, tout simplement parce que leur caractère indispensable et donc rendu strictement indispensable par les impératifs a été considéré comme caractérisé. Donc généralement, on prend ici en compte la nature du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que des bâtiments qui ont un caractère utilitaire donc, sont supposés évoluer et s'adapter au fil du temps, notamment à l'évolution des besoins tout simplement, ou alors une évolution de la jurisprudence en matière d'urbanisme. Donc, dans ces cas, il est, par exemple, en cas d'une piscine, il y a eu de la jurisprudence apparemment également pour un local de bureau, un stade, mais aussi, ici, je vous ai mis une photo du musée d'art antique qui a dû être adapté pour accueillir un bateau de commerce gallo-romain. L'architecte s'y opposait, mais il a été déboûté parce qu'il a été considéré que, du coup, la modification a été ici justifiée. Donc, un autre critère qui est assez facilement retenu, ce sont les impératifs de sécurité. Alors, la jurisprudence, donc voilà, on a par exemple la décision d'une démolition d'une sculpture monumentale fortement dégradée par les intempéries au point de constituer un danger pour les promeneurs. Donc c'est cet arrêt Roussel contre la ville de Grenoble. Alors, la jurisprudence, par ailleurs, prend en compte les raisons du mauvais état de l'œuvre, qui peut être dû soit d'un côté à un défaut d'entretien, dans quel cas le propriétaire peut difficilement se prévaloir du coup de ces mauvais états pour justifier la modification, ou alors un défaut de conception, dans quel cas c'est plutôt l'auteur qui ne peut pas vraiment s'opposer à la modification, puisqu'il est en quelque sorte à l'origine de cet impératif de sécurité. Et cette question s'est notamment posée, et Ina l'a évoqué, dans le cas du monument 1300 ans de Bulgarie. Donc, il a été particulièrement endommagé. Il y avait un désaccord sur les raisons de son mauvais état. Donc, l'artiste soutenait que c'était la mairie de Sofia qui ne l'a pas entretenu pendant 40 ans, alors que la mairie soutenait qu'il y avait des défauts de conception qui ont fait que depuis son inauguration, il y avait déjà des éléments du monument qui étaient en train de tomber sur le sol. Donc, à ma connaissance, le tribunal ne s'est pas prononcé sur cet aspect, mais on voit qu'en tout cas, il s'agit d'un point important. Alors, quand on parle de monuments situés sur la voie publique, on est plus dans le cadre pas tellement d'œuvres d'architecture, mais d'œuvres monumentales. Alors, c'est les critères esthétiques qui sont souvent invoqués pour justifier cette modification. Mais là, on voit que généralement, les juges donc les impératifs esthétiques sont tout à fait font partie de ces critères qui peuvent justifier une modification d'une œuvre, mais les juges ont plus du mal à considérer qu'ils ont été nécessaires. Il s'agit de véritables impératifs. Et donc, nous avons plusieurs décisions qui sont relatives, par exemple, ici, vous avez cette décision de repeindre une fontaine en bleu pour des raisons purement esthétiques. Le maire considérait en fait que cette œuvre était sinistre.
Donc du coup, sans beaucoup de surprise, le TGI a assez récemment décidé que ça portait atteinte aux droits moraux de l'auteur. Pareil pour la dissimulation de l'architecture d'origine de l'immeuble du ministère de la Culture par une résine métallique. Également, les impératifs et la nécessité de cette modification n'ont pas été justifiés. Et enfin, nous avons également la coloration d'une sculpture monumentale de Marcel Petit, qui d'ailleurs, là c'est une décision pénale, qui se fonde pourtant sur les droits moraux de l'artiste, mais en tout cas la justification est assez intéressante. Elle considère qu'il s'agit d'une représentation contrefaisante de l'œuvre. Alors, oui, des raisons idéologiques, parce qu'on voit que pour les monuments socialistes, cette question ne se pose pas. Est-ce qu'on peut détruire un monument pour des raisons idéologiques? Alors, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas trouvé vraiment de jurisprudence concernant des œuvres monumentales, mais là, il s'agit d'une exposition dans le cadre de la chapelle de la Salpêtrière, et l'œuvre qui a été exposée a été jugée choquante. Elle a été démontée le jour de l'inauguration, ce qui l'a d'ailleurs gravement endommagée, et la Cour d'appel a condamné les organisateurs de l'exposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ils ont dit qu'on peut tout à fait faire appel à des raisons idéologiques pour cette œuvre, qui, il paraît, n'était pas conforme au cahier des charges, mais cependant, on ne pouvait pas l'endommager. Donc, on essaye d'avoir ici une proportionnalité qui permet, encore une fois, de concilier les intérêts. Alors, voilà, je suis déjà très en retard. Donc, de manière générale, il y a cette analyse de proportionnalité. Donc, à chaque fois que les juges ont la possibilité, on va essayer plutôt de déplacer au lieu de démolir, ou alors on va laisser la possibilité des ayants droit, par exemple pour une fresque murale, de déplacer l'œuvre, de déposer en l'occurrence l'œuvre plutôt que de la détruire. Il y a un délai supplémentaire qui leur a été laissé. Donc, on essaye plus ou moins de concilier ces droits. Alors, juste pour vous dire, bon, de la question de la réparation de la violation du droit moral, donc en principe, une atteinte à l'intégrité de l'œuvre devrait supposer une remise en état de celui-ci, mais en réalité, elle se résout le plus souvent en dommages et intérêts, et ceux-ci sont généralement très modestes, voire symboliques. On a souvent des indemnisations de 1 euro, en plus des frais, bien sûr. Et les juges veillent à ce que le droit moral ne soit pas instrumentalisé pour des raisons patrimoniales, donc pour une recherche d'un gain pécuniaire. Et d'ailleurs, comme voilà, à part le droit d'auteur, il existe un certain nombre de réglementations différentes qui peuvent également jouer un rôle dans le cadre de l'aménagement des monuments publics. Et il a souligné d'ailleurs, donc nous pourrons avoir une législation relative à la protection du patrimoine culturel, des règles d'urbanisme ou alors des législations spécifiques relatives aux monuments commémoratifs et militaires, etc., qui peuvent également être invoquées. Et d'ailleurs, ça a souvent été le cas justement pour le monument de l'Armée rouge. À chaque fois qu'il y a une nouvelle manifestation, organisation, une œuvre superposée à ce monument, ce n'est pas tant le propriétaire qui réagit, c'est plutôt l'ambassade de la Russie en vertu de cette convention bilatérale concernant ce monument. Alors, cette deuxième partie, il me reste 5 minutes, même pas. Alors, dans cette deuxième partie, je voulais tout simplement aborder la question plutôt d'un point de vue non pas de titulaire des droits de l'auteur initial, mais de celui de l'auteur de l'œuvre composite, donc celui qui va intervenir sur l'œuvre initiale. Alors, comme nous a montré Ina, ces interventions peuvent être à la fois légales ou illégales, effectuées ou non avec l'accord de l'auteur ou du propriétaire. Alors, est-ce que les œuvres composites sont protégeables par le droit d'auteur? Alors, oui, elles sont protégeables. Là, on revient à une problématique qui est celle de la forme d'expression, mais en tout cas, toutes sortes d'œuvres, indépendamment de leur forme matérielle ou immatérielle, périssables, éphémères, inachevées, etc., peuvent être protégées. Donc, Inema nous a donné plusieurs exemples.
Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, donc on l'a également dit, l'art contemporain est largement admis à la protection, et il est de même pour les œuvres dites d'art urbain ou de street art qui ont, bien sûr, à condition que tout ça répond aux critères de protection. Alors, on peut se demander si les œuvres illégales sont protégeables. Voilà, la question est un peu complexe, je pense que je n'ai pas vraiment le temps de l'aborder. Disons que le code de la propriété intellectuelle n'impose pas une telle condition, mais qu'il y a un débat doctrinal. Certains auteurs considèrent que le caractère légal ou illégal est indifférent, mais d'autres, par contre, considèrent que font une différence entre l'égalité intrinsèque propre à l'œuvre et l'égalité extrinsèque, en disant que c'est uniquement l'œuvre qui est réalisée dans un contexte illégal peut être protégée, mais pas celle qui est illégale en soi, par exemple un message raciste, etc. Alors, bon, là c'était un peu les règles de l'œuvre composite. C'est juste pour dire que, bien sûr, elle est indépendamment protégeable, mais par contre, elle reste dépendante de l'œuvre initiale, aussi bien quant à son existence, donc on a besoin de l'autorisation de l'auteur, ainsi que dans l'aspect d'exercice des droits. On peut se demander quelle est la marge de manœuvre, de ces auteurs de l'œuvre composite quand l'auteur de l'œuvre initiale n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut faire appel à l'exception de parodie? Parce que justement, cette œuvre nous fait penser bien évidemment à la parodie. Donc nous avons un certain nombre de critères qui doivent être retenus, donc le critère humoristique, l'absence de confusion avec l'œuvre initiale, et également il ne faut pas que l'œuvre nuit à l'auteur de l'œuvre initiale, et de toute façon, il faut qu'il corresponde à règles. Désolée, du coup, à force d'aller vite, et maintenant je sais tout ce que je suis, mais peu importe. Donc, je considère ici que, en fait, l'exception de parodie ne pourrait très certainement pas être retenue, tout simplement parce que nous avons une intervention illicite sur le support même de l'œuvre qui est susceptible de le dégrader, qui empêche également son exploitation normale. Donc, elle ne va pas correspondre aux critères légaux de la parodie. Par contre, peut-être la question serait différente si les auteurs intervenaient sur, par exemple, une photographie ou virtuellement. Et il est de même, à mon avis, de la liberté de création, qui est un droit fondamental qu'on peut opposer, en quelque sorte. En tout cas, on peut effectuer une balance des intérêts depuis la décision Classen. Bon, on le faisait avant aussi, mais en tout cas, la Cour de cassation l'a imposé à partir de ce moment-là. Et encore une fois, la balance des intérêts, je pense, ne va pas vraiment pencher du côté de l'auteur. En tout cas, pour cette œuvre, si on imaginait virtuellement qu'on aurait à faire ce test pour elle. Donc, tout dépend tout simplement des circonstances, parce que ça va être une étude de cas par cas. Et donc, c'est les juges qui vont en prendre la décision. Alors, par rapport à l'exercice des droits sur l'œuvre composite illégale, alors, à mon avis, il n'y a pas vraiment de sujet sur l'existence de droits d'auteur sur les œuvres illégales, parce que tout simplement, sinon tout procès impliquant des œuvres de graffiti serait impossible, parce que la plupart sont illégales en principe. Alors, par contre, c'est l'exercice de droit qui peut être clairement touché, tout simplement parce que, par exemple, ici, les graffitis, donc il y a un délit de graffiti, c'est juste une infraction, donc incriminé par le code pénal, et dès que les conditions en sont réunies, les juges font prévaloir le droit pénal sur l'éventuelle protégeabilité de l'œuvre par le droit de la propriété intellectuelle, peu importe de l'aspect artistique qu'il peut présenter. Et c'est une décision du 11 juillet 2017 qui a été rendue par rapport aux œuvres d'un célèbre tagger, Asile, sur des wagons de la RATP, dans quel cas, justement, il a été condamné pour dégradation aggravée de la propriété d'autrui, peu importe de la valeur artistique de ses œuvres. Et une dernière question, du coup, c'est est-ce que l'auteur de cette œuvre illégale, imaginons dans le cas où elle est illégale, peut agir en contrefaçon à l'égard de tiers,
Alors, comme Ina nous l'a expliqué, ces œuvres ont un succès considérable parfois, comme c'est le cas de cette œuvre de Destructive Creation, donc ils sont à leur tour reproduits et un nombre très important de produits dérivés. Donc, en l'occurrence, Destructive Creation, par exemple, n'a déposé aucune marque. C'est pas eux qui commercialisent ces œuvres, c'est pas eux qui en sont à l'origine. Donc, la question est, est-ce qu'ils pourraient agir en contrefaçon à l'encontre des tiers? Et je dirais qu'a priori oui, parce que nous avons déjà des arrêts, notamment celui qui a été intenté par l'auteur des Space Invaders, qu'on voit un peu partout dans Paris, et qui a agi contre une agence publicitaire qui avait repris ses œuvres dans le cadre d'une publicité pour Renault. Alors, il n'a pas vraiment gagné sur le terrain de la contrefaçon, mais pour d'autres raisons. En tout cas, il a gagné sur le terrain du parasitisme. Alors, donc, en principe, les artistes, en tout cas les artistes d'art urbain, une grande partie ne sont pas vraiment intéressés par le droit d'auteur, surtout ceux de la vieille école. Mais ceci est en train de changer. Il y a un nombre croissant d'artistes qui sont notamment inscrits dans les sociétés de gestion collective, en l'occurrence la DAGP, et ce qui montre déjà une volonté d'exploitation de ces œuvres. Mais ils font un usage généralement, donc une grande partie des artistes vont faire un usage défensif de la propriété intellectuelle. Et je dis de la propriété intellectuelle et pas uniquement du droit d'auteur, parce que ici je vais évoquer le cas du célèbre Banksy. Donc ces œuvres sont extrêmement, ils sont copiés. En fait, quand on fait une recherche Google pour chercher le lanceur de fleurs, je pense qu'on tombe sur plus de produits dérivés que d'œuvres originales de Banksy. Donc, comme vous le savez sans doute, lui, il essaye de freiner, donc il s'oppose à cette commercialisation d'œuvres et il essaye de freiner du coup leur prolifération. Donc il ne souhaite pas le faire sur le terrain de droit d'auteur parce qu'il devrait sortir de son anonymat. Donc il ne souhaite pas intenter un procès sur ce fondement-là. Donc il a enregistré par contre un certain nombre de marques et il y a justement cette marque figurative de lanceur de fleurs qui a été annulée par l'Office européen de propriété intellectuelle pour dépôt de mauvaise foi, ce qui en soi n'est pas étonnant d'un point de vue du droit des marques, parce qu'effectivement, cette marque a été déposée, pas vraiment dans l'objectif d'être exploitée. Donc, Cécile nous a expliqué parfaitement également quel est l'objectif d'une marque. Donc, on doit désigner des produits et services, donc dans un objectif d'exploitation, et l'encours de la déchéance, il n'est pas exploité pendant 5 ans. Alors, ici, Banksy, il n'a pas déposé cette marque pour l'exploiter, mais pour empêcher des tiers d'utiliser cette œuvre. Donc, l'Office européen a annulé cette marque pour cette raison-là. Par contre, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est plutôt d'autres aspects de cette décision. Donc, désolé, je touche un peu en anglais parce que la traduction française était très mauvaise dans l'outil, mais en tout cas, disons que l'Office européen, la commission d'annulation, va avoir un avis très particulier, notamment sur la protégeabilité par la propriété intellectuelle des œuvres de Banksy, en tout cas par le droit d'auteur. Voilà, donc disons qu'ils n'ont pas particulièrement aimé Banksy, et d'ailleurs ses opinions sur la propriété intellectuelle. En tout cas, voilà, c'est une décision très intéressante, mais je ne peux pas aller plus loin. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant, ça montre un peu ce contexte conflictuel qui existe entre les artistes urbains et le droit de la propriété intellectuelle. Et voilà, j'ai fini. Donc on voit que la jurisprudence, en quelque sorte, donc cette conciliation de droit s'établit au fil de la jurisprudence et elle est en évaluation permanente et loin d'être gravée dans le marbre. Et encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, malheureusement, on doit quitter la salle en fait il y a 5 minutes, mais c'est pas grave, je pense qu'on a quand même quelques secondes pour les questions. Merci beaucoup. Ce que je peux vous proposer,
c'est parce que je ne vois pas s'il y a des gens qui attendent en fait pour entrer dans la salle. Non? Il n'y en a pas? D'accord. Non. Bah, s'il n'y en a pas, si vous voulez, si vous avez des questions. Avec la statue transformée avec des super-héros. En fait, c'est une sorte de mise en abîme. Parce que le fait pour le collectif qui a réalisé le détournement d'utiliser des personnages de Marvel, DC et de Marvel et de DC Comics, en soi, c'est peut-être une contrefaçon. Qui ensuite est une autre contrefaçon. Donc, à moins de faire jouer l'exception de parodie. C'était juste une remarque comme ça, de fou de la propriété. Ça, c'est sûr. Donc ça pose énormément de problèmes de plusieurs auteurs, d'emboîtement de droit. J'ai envie de dire comme une conférence. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et je ne peux pas m'empêcher de poser une dernière question juste sur le dernier cas avec Banksy qui est gêné d'attaquer en contrefaçon parce qu'il veut rester anonyme. C'est vrai que dans les faits, je peux comprendre que ça puisse poser problème, mais en théorie, le droit moral laisse à l'artiste le droit de rester anonyme. Donc c'est vrai qu'on se dit dans un sens, on doit lui reconnaître ce droit de pouvoir rester anonyme. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'il... Et le problème, vu que c'est aussi un peu illégal ce qu'il fait, il ne veut pas être connu, et puis, enfin voilà. Ici, je me demande s'il ne pourrait pas quand même attaquer sur le droit moral, et si il ne pourrait pas se voir garantir son anonymité, sachant qu'il y a quand même quelque chose qui est problématique, c'est que est-ce qu'on peut vraiment prouver que c'est lui, à chaque fois qu'on voit un de ces tags, une de ces performances ou art graphique qu'il met dans les rues, peut-être que de temps en temps, il pourrait même se dire l'auteur de choses qui en réalité ce n'est pas de lui. Donc on voit que quoi qu'il arrive, on peut toujours être gêné sur cette question. Mais dans tous les cas, toute cette décision, ça montre les problématiques, ces relations problématiques entre les artistes urbains et le droit de la propriété intellectuelle, parce qu'à la fois Banksy s'y oppose, et à la fois en même temps il essaie de s'en servir, mais pas vraiment suivant les règles du jeu. Donc voilà, c'est intéressant, mais ça montre que la question n'est pas tout à fait acquise et qu'il est susceptible d'évoluer dans le cadre de la jurisprudence. Et d'ailleurs, l'Office européen a dit que les œuvres de Banksy, comme ils étaient réalisées sur le support d'autrui, sans autorisation du propriétaire, et d'ailleurs, l'Office a évidemment considéré que c'était une très mauvaise chose, il aurait dû le faire sur un tel bas, voilà, certaines
Bon, je pense que la discussion et les dialogues peuvent continuer aussi dans un autre moment, soit après la journée d'études, immédiatement après, je veux dire, soit par mail ou à d'autres occasions. Nous voudrions remercier encore une fois tous les intervenants pour leur contribution, de nous avoir enrichis en fait beaucoup intellectuellement aujourd'hui et d'avoir beaucoup apporté à nos propres recherches. Nous voudrions également de nouveau remercier Monsieur le professeur Tristan Azy et Monsieur le professeur Dominique Poulot d'avoir encadré cette journée d'études et de nous avoir soutenus en fait tout au long de ce projet. Et nous voudrions également remercier vous, le public, d'être resté là toute la journée et d'avoir été si actifs. Merci beaucoup.